Donc, il est 10h01. Je propose qu'on démarre le webinaire. Merci à tous d'être ici. Donc, je suis Mohamed Al-Hussami, chef de projet en ingénierie de la sécurité incendie chez Effectis, et j'animerai ce webinaire aujourd'hui. On a prévu 45 minutes de présentation. Il y aura une présentation effectuée par Michael Lopez avec une courte introduction sur les activités d'Effectis, puis la présentation du décret du 24 septembre 2020. Ensuite, Pascal Van Null présentera les principales modifications de l'arrêté. Et puis, ensuite, nous avons prévu 15 minutes de questions-réponses pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, vous pouvez dès à présent et pendant la séance nous écrire vos questions en bas en cliquant sur la partie Q&R. Et puis, on essaiera de répondre à la fin à l'oral. À la fin du webinaire aussi, juste avant de partir, vous recevrez une petite enquête de 4 questions à laquelle on vous invite à compléter. Donc, juste aussi pour rappeler que normalement, vous avez reçu un lien vers le projet d'arrêté consolidé qui a été mis sur le site web d'Effectis. Celui-là, il vous permettra d'identifier les principales modifications avec un joli code couleur et ce qui va être présenté aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne séance et je donne la parole à Michael. Bonjour, donc merci à tous de vous être inscrits à notre webinaire là, sur l'évolution récente de la réglementation relative aux installations classées. Pour commencer, même si la plupart d'entre vous nous connaissent déjà par divers aspects, donc les études Fumilog et modes de ruine entre autres, nous souhaitions vous apporter quelques informations concernant Effectis et nos activités. Ça va être très rapide. Donc, il faut savoir que Effectis est un groupe à dimension européenne, donc, qui est doté de plusieurs entités réparties sur le continent, avec un laboratoire notamment implanté en Turquie et plus récemment au Royaume-Uni. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite carte en haut à droite. Voilà. On a un savoir-faire donc habilité et reconnu par les institutions donc sur les aspects sciences de l'incendie et leurs conséquences. Donc, on génère en général par an 2/3 de notre chiffre d'affaires, rien qu'en France, avec de nombreuses implantations régionales sur le territoire français. Donc, le laboratoire historique donc de Mézières-les-Messes qui est en Lorraine. Le laboratoire donc, plus récent des Avenirs qui a ouvert ses portes en 2013 et qui nous a permis d'intégrer d'intégrer le métier de la réaction au feu, donc le classement M, les Euroclasses notamment. Notre plateforme d'essai en extérieur à Saint-Yan qui est située en Bourgogne. Et ensuite, nos agences régionales, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, pour l'essentiel, qui sont dédiées à la réalisation d'études d'ingénierie incendie dans le domaine des ERP, de l'industrie et des ouvrages d'art d'une manière générale. Donc, on accompagne nos clients en local grâce à ces agences. Voilà. Donc, diapo suivante sur le coup. Donc, nous offrons à nos clients donc, une large gamme de services orientés vers l'amélioration de la résilience des ouvrages, de manière générale, donc, des prestations d'audit, d'analyse de risque, de l'expertise, la caractérisation des matériaux, donc historiquement en laboratoire, et bien sûr la modélisation numérique des phénomènes dangereux, donc notamment les études d'ingénierie de sécurité incendie et les études de vulnérabilité dans le cadre des PPRT par exemple. On contribue ainsi à notre mesure à la préservation des biens de nos clients, du patrimoine, de l'investissement et de l'outil de travail finalement, à la sauvegarde des personnes en cas d'événements graves et ainsi, par ce biais, à protéger aussi l'environnement. Donc, pour information, Effectis est aussi concerné par la réglementation ICPE parce que nous sommes nous-mêmes une installation classée et soumise à autorisation avec, et à déclaration aussi avec les 2 laboratoires que l'on a à Mézières et aux Avenirs. Voilà, ça, c'est une petite information. Donc, en termes de contexte concernant la révision réglementaire,
Donc, l'objectif de ce webinaire et de cette révision, sur le coup, vous informer là-dessus, c'est de capitaliser l'expérience récente de l'événement qu'il y a eu à Lubrizol, le 26 septembre 2019, de mettre en cohérence les différentes rubriques concernées et de corriger, voire d'améliorer le niveau de sécurité des installations en prévoyant de nouvelles prescriptions. Alors, non seulement sur les sites en projet ou à venir, mais aussi sur des sites existants. Il y a une forme de rétroactivité qui doit être mise en place de la part des exploitants. Voilà. Donc, diapo suivante. Voilà. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter brièvement et de la manière la plus exhaustive possible, dans un très court temps, les changements qui ont été opérés dans la réglementation. Et donc, ces changements touchent d'une manière générale via le décret, la nomenclature ICPE et via l'arrêté, les modifications de l'arrêté du 11 avril 2017 qui a été modifié et qui fixe donc de nouvelles exigences. Ça c'est une diapo légende, donc c'est pour vous, on essaie de faire un petit travail un peu graphique sur le coup, qui vous présente un petit peu pour mieux suivre le diaporama. Donc en gros, les ajouts et suppressions de texte sont indiqués en bleu par rapport à l'ancienne réglementation ICPE. Les dates d'application sont mises en relief en rouge. Les éléments importants à retenir sont encadrés, évidemment, et les éléments majeurs, les points majeurs sont signalés en gras, sachant que tout ça peut se cumuler un petit peu. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter le décret. Donc, alors, le décret. Donc, sur le coup, il est déjà en vigueur. On est déjà en retard, sur le coup, 1er janvier 2021. Et donc, il modifie la nomenclature ICPE. Le classement 15-10 s'entend au niveau de l'entrepôt dans son ensemble et ça évite en limitant donc les doubles classements, notamment avec les rubriques, donc les 15-11, 15-30, 15-32 et 26-62 et 26-63. Donc, le décret, sur le coup, étend le régime d'enregistrement en volume au détriment du régime d'autorisation, modifie et précise le type des rubriques, voilà, et précise les règles d'évaluation environnementale pour lutter contre l'artificialisation des sols. Petite règle environnementale pour le coup. Donc, diapo suivante sur le coup. Pour la rubrique 15-10, donc entrepôt couvert avec produits combustibles, d'une manière générale, on passe du seuil d'autorisation à 900 000 m3 au lieu de 300 000 dans la hiérarchie autorisation et enregistrement et déclaration. Toutefois, les projets de plus de 40 000 m² d'emprise au sol dans un espace non artificialisé restent soumis à autorisation. Donc, un petit détail important. Pour la rubrique 15-11, donc ces entrepôts frigos, il y a une suppression du seuil d'autorisation au profit de l'enregistrement et une simplification du libellé. Vous voyez que tout a été barré. Ensuite, donc pour la rubrique 15-30, donc entrepôt qui entrepose des matières cellulosiques, papier, carton. De même, suppression du seuil d'autorisation au profit de l'enregistrement, élargissement de la classe, et création d'un renvoi vers la rubrique 15-10. Pour la 15-32, donc là, c'est pas de changement concernant les seuils, mais des précisions sur ces derniers pour éviter, là encore, le double classement avec la rubrique 15-10. Ensuite, la 21-60, excusez-moi, donc les silos de céréales, pas de changement concernant le seuil, mais création, là encore, du renvoi vers la rubrique sœur 15-32. Ensuite, la rubrique 26-62, donc stockage de polymères, matières plastiques, suppression du seuil d'autorisation
au profil d'enregistrement et renvoie à la rubrique mère pour éviter encore le double classement. Le 2663, stockage de pneus, donc suppression là encore de l'autorisation au profil d'enregistrement et renvoie à la rubrique mère sur le coup. Et ce qui me permet de passer le relais sur le coup à Pascal Vanoul, qui va vous faire le détail de l'arrêté du 24 septembre, qui modifie l'arrêté du 11 avril. À toi, Pascal. Je mets juste le partage de la vidéo. Voilà. Et Michael, tu peux couper ta vidéo. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Pascal Vanoul, je suis directeur technique au sein d'Effectis. Je travaille énormément sur la partie ICPE, tant sur des projets de base logistique que sur des bâtiments existants dans le cadre de mise en sécurité ou de réhabilitation. Et je travaille également avec les différents ministères concernés, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'Environnement, dans le cadre des évolutions réglementaires qui s'appliquent à ce domaine. Donc moi, de la même façon que Michael, je vais vous présenter la partie arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel. Et de la même façon, on va utiliser le même code couleur, donc pour pouvoir vous y retrouver, ce code couleur étant le code couleur qui est également utilisé dans l'arrêté que vous pourrez retrouver sur notre site internet et qui facilite la lecture par rapport à l'arrêté qui a été publié, puisque vous arrivez très rapidement à identifier les modifications entre l'arrêté du 11 avril 2017 et l'arrêté du 24 septembre 2020. Et donc, je vais m'intéresser ici à vous présenter tout ça en focalisant bien sur les principales modifications, tout ça dans un temps assez court. Donc, j'essaierai d'être assez concis par rapport à tout cela. Donc, tout d'abord, le plan d'arrêté. Ce qui change au niveau de ce nouvel arrêté, vous voyez la structure de l'arrêté sur ces articles et sur ces premières annexes, ça reste un arrêté qui n'a pas évolué. Donc, on reste bien avec les articles 1 à 8, avec les articles 1, 2, 3, 4 qui étaient les articles phares de l'arrêté du 11 avril 2017 qui sont conservés avec des légères modifications. Vous retrouvez ensuite les annexes 1 à 6 qui sont conservées avec des modifications qui ont été apportées et création de 2 nouvelles annexes. Donc, l'annexe 7 pour les installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et une annexe 8 qui vient compléter, notamment qui traitera des problématiques de flux thermique, comme on le verra un petit peu plus tard. Ensuite, au niveau de l'annexe 1, comme vous avez pu le voir ou comme vous le verrez dans la présentation, il y a énormément de nouvelles définitions. D'accord ? Donc, tout d'abord, ce sont des définitions qui sont assez logiques puisque, en fait, comme une partie des liquides et solides liquéfiables combustibles a été intégrée dans le cadre du nouvel arrêté, eh bien, il a été nécessaire de reprendre les définitions associées à ce type de stockage-là et on va retrouver par analogie des choses qu'on va retrouver dans le règlement CLP avec les liquides inflammables de catégorie 1, 2, 3, les H224 à 226, le règlement déchets avec les HP3 inflammables. Donc, on va retrouver ce genre de définition-là dans le cadre de nouvel arrêté. Deuxième évolution, on va retrouver aussi toutes les définitions qui sont liées à l'entrepôt 1511, donc tout ce qui est frigorifique. Donc, vous allez retrouver des notions de chambre frigorifique, de combe, de température négative, etc. De par l'introduction de la même façon de l'arrêté de la rubrique 1532 sur le bois, vous allez retrouver tout un tas de définitions qui vont être liées à la définition sur la rubrique 1532. Enfin, point important à souligner, vous avez une définition sur le stockage extérieur. Donc, cette définition-là n'est pas anodine, elle vient également du retour d'expérience sur l'incendie de Lubrizol, mais pas que, ce qui permettra de gérer toutes les problématiques de stockage extérieur vis-à-vis des risques qu'on peut avoir pour les tiers, mais également vis-à-vis des risques qu'on peut avoir par rapport à l'enveloppe des bâtiments sur le site. Et on redéveloppera cette partie-là tout à l'heure. Donc, ensuite, au niveau de l'annexe 2, qui sont les prescriptions générales à appliquer dans le cadre de cet arrêté, qu'est-ce qui change ? Donc, tout d'abord, il y a sur les dispositions générales, pour la partie conformité à l'installation,
c'est noté que l'analyse de risque qui est menée par les assureurs doit être tenue à la disposition des installations classées. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est important. Il faut juste bien vous rappeler que c'est un point qui est intéressant, mais pas suffisant. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités par rapport à ce qui s'est passé à Lubrizol, mais voilà, il y avait des rapports assurantiels qui avaient identifié des choses, donc, mais pas. Enfin, c'est vraiment une analyse d'assureur vis-à-vis de la sauvegarde des biens, et du coup, il peut y avoir. C'est intéressant de prendre en compte ces considérations-là, mais ce n'est pas suffisant pour évaluer le risque vis-à-vis de la sécurité incendie notamment. Ensuite, les informations minimales contenues dans les études de danger, un point très important que vous avez dû tous voir passer. Pour les installations soumises à autorisation, il va être nécessaire de pouvoir identifier les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important. Donc tout ça également suite à Lubrizol, pour que le préfet puisse après prendre des décisions. Et donc ces produits de décomposition, il va y avoir des guides méthodologiques professionnels qui vont être établis pour que chaque exploitant puisse établir la liste des produits de décomposition par rapport aux produits qu'il stocke. Donc les guides méthodologiques aujourd'hui ne sont pas encore développés. Les cahiers des charges qui doivent permettre de développer ces guides-là ne le sont pas également. Il y a des projets de cahiers des charges, mais pas encore les cahiers des charges définitifs. Donc, tout ça est en cours, tout ça est en train de se mettre en ordre de bataille pour pouvoir proposer des choses qui, vous le verrez à la fin de la présentation, en termes d'échéance, vont arriver rapidement en termes de calendrier. De la même façon, au niveau de l'état des matières stockées, ce nouvel arrêté, dans son annexe 2 au point 1.4, mentionne, et ça c'est un point également très important des évolutions réglementaires, que l'exploitant devra tenir à jour un état des matières stockées. Alors, avec 2 échéances, pour les matières stockées lambda, il faudra faire une mise à jour à minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment. Et pour les matières dangereuses, on aggrave la situation puisqu'il faudra faire une mise à jour de manière quotidienne. Donc ça, c'est un point fort également du retour de Lubrizol, c'est que le préfet doit pouvoir savoir quels sont les produits qui sont en train de brûler. Et donc, il faudra avoir un état des matières stockées, un inventaire qui, aujourd'hui, devra être réalisé et qui, aujourd'hui, peut poser beaucoup de problèmes dans son application pour la plupart des logisticiens. Ensuite, qu'est-ce qui change également? Les dispositions en cas d'incendie. Alors, c'est intimement lié aux 2 points précédents. C'est qu'en cas de sinistre, l'exploitant devra réaliser un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire dans des situations d'incendie majeur pour que le préfet puisse prescrire d'urgence des dispositions par rapport à tout ce qui est en train de se passer par rapport à un sinistre. D'où la demande d'inventaire et la demande des produits de décomposition pour pouvoir évaluer au mieux le risque vis-à-vis d'un incendie majeur qui est en train de se produire. En termes de règles d'implantation, il faut savoir que dans le cadre de ces nouvelles arrêtés, ce qui a été renforcé, c'est la notion des calculs des 8 kW par mètre carré qui correspond au seuil des effets dominos, dégâts graves sur la structure. Donc ça, c'est des choses qui vont d'ailleurs être renforcées dans le point 3 vis-à-vis du stockage extérieur pour lesquels il va falloir prévoir des choses pour qu'au niveau du stockage extérieur, ce stockage extérieur soit suffisamment éloigné des parois de l'entrepôt pour éviter les risques de propagation. Donc ça, encore une fois, un rex de ce qui s'est passé à Lubrizol, mais pas que, dans le cadre de sinistres où a été impliqué un feu extérieur qui a dégénéré par la suite vers d'autres zones du site. Donc là, on va retrouver des règles comme les distances d'éloignement de 10 mètres, les hauteurs, 1 mètre en termes d'éloignement, si on a un système d'extinction propre du stockage extérieur ou si on met un mur coupe-feu. Donc, il y a tout un tas de règles qui ont été listées dans ce cadre-là, qui sont des règles, comme on l'a signalé dans le cadre des retours et des enquêtes vis-à-vis du ministère, qui sont des règles à minima, mais qui ne garantissent pas toujours que l'absence de risque de propagation entre stockage extérieur et enveloppe des bâtiments.
En termes d'accessibilité, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu des renforcements par rapport aux services d'incendie et de secours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'accessibilité, le préfet doit demander au préalable l'avis du service d'incendie et de secours par rapport à des demandes d'adaptation ou d'aménagement de l'accessibilité. Ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. De la même façon, il faut s'assurer que l'accès soit dégagé en permanence vis-à-vis des services de secours pour faciliter leur intervention sur site. En termes de dispositions constructives, ça a été réécrit un petit peu, réajusté. C'est clairement explicité maintenant que l'exploitant doit assurer sous sa responsabilité la cohérence des dispositions constructives pour garantir l'évacuation de l'entrepôt, donc assurer la sécurité de son personnel et dans ce contexte-là, de définir des stratégies, des consignes nécessaires à sa bonne application. Point important également, dans le cadre du nouvel arrêté, a été réintroduit donc la notion de R15 qui existait depuis les arrêtés, déclaration et enregistrement, mais a bien mentionné que le R15 pouvait ne pas s'appliquer au stockage automatisé, ce qui permet de remettre dans la boucle les structures type rack automatisé, qui sont des structures qui, par définition, ne peuvent pas être R15. Ce sont des structures qui tiennent à l'incendie entre 5 et 10 minutes et qui, de fait, dans le cadre de l'arrêté du 11 avril 2017, étaient exclues, étaient proscrites. Et du coup, là, dans le cadre de cette nouvelle arrêté, on peut reconstruire ce type d'ouvrage. Néanmoins, il faudra s'assurer et démontrer que les objectifs de l'arrêté, notamment les objectifs mentionnés à l'article 1er, sont bien remplis et qu'on est dans des situations acceptables. Donc, en général, il y a pas mal d'études spécifiques d'ingénierie de sécurité incendie pour pouvoir garantir la bonne construction de ce type d'ouvrage. En termes de désenfumage, il n'y a pas de modifications très importantes sur cette partie-là, si ce n'est que c'est bien expliqué que ça doit permettre de garantir l'évacuation des personnes. Un point qui a été spécifié, c'est le désenfumage des locaux techniques, où il n'y avait rien dans les arrêtés précédents et où en fait là ils sont mentionnés, mais comme vous pourrez le lire, il n'y a pas de règle clairement mentionnée, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu la phrase qu'on a encore dans d'anciens arrêtés sur d'autres rubriques, c'est-à-dire que le désenfumage devra être approprié au risque sans dimensionnement spécifique, si ce n'est que ça précise qu'on peut faire du désenfumage mécanique ou naturel, qu'il faut des amenées d'air. Et ça rappelle la règle sur l'ouverture des exutoires après le système d'extinction automatique à eau. Voilà. Pour la partie compartimentage, il n'y a pas eu de modification majeure, si ce n'est que la partie évacuation des personnes a été supprimée puisqu'elle a été réinjectée dans le point 4 sur les dispositions constructives. Par contre, on rappelle bien que tout ce qui est lié aux études de mode de ruine, le compartimentage, les ruines en chaîne, ruines intracellules, etc., c'est bien des choses qui sont bien conservées dans le cadre de cet arrêté, qui étaient rappelées dans l'arrêté du 11 avril 2017 et qui sont bien maintenues dans le cadre de ce nouvel arrêté du 24 septembre 2020. Au niveau des matières dangereuses et chimiquement incompatibles, pas de modification majeure, si ce n'est qu'il a bien été précisé que ce type de stockage-là est interdit dans les bâtiments où il faut… Enfin, c'est pour des bâtiments situés en rez-de-chaussée sans cette surmontée d'étage ou de niveau, et ça a été précisé que ça ne doit pas comporter de mezzanine ou assimilable, c'est-à-dire que les peak towers, de la même façon, on ne peut pas avoir ce type de produit-là qui est stocké. En termes de conditions de stockage, il y a eu beaucoup de modifications, mais qui sont des modifications qui sont très logiques, puisque ont été rajoutées toutes les contraintes d'exploitation liées à la présence de liquides inflammables. Donc, avec une hauteur de stockage pour les liquides inflammables qui est limitée à 7,6 mètres pour les récipients entre 30 et 230 litres, 5 mètres si on est au-dessus de 230 litres et 100 limites de hauteur pour les autres matières dangereuses. Pour les liquides inflammables de catégorie 1, on a ces interdictions de stocker dans des volumes mobiles supérieurs à 30 litres. Pour les liquides non miscibles à l'eau de catégorie 2, c'est également la limite de 30 litres qui est mentionnée. En revanche, pour les liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2, donc en H225, on est avec des volumes unitaires limités à 230 litres.
Alors, un point important après, je vais traiter les deux de la même façon. Les eaux d'extinction et les moyens de lutte contre l'incendie a bien été rédigé l'arrêté avec la mise à jour en tenant compte du document technique D9, donc les guides de pratique de dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction, dans son édition de 2020. Voilà. Et notamment, le débit et la quantité d'eau nécessaires pour calculer, au calcul sont plafonnés à 720 mètres cubes par heure pendant 2 heures, ce qui est bien mentionné dans le cadre de la D9 2020, ce qui n'était pas le cas dans la D9, l'ancienne D9. De la même façon, il a été bien précisé que le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent être inférieurs aux valeurs qui sont estimées dans le cadre du guide D9, dès lors qu'il y a des études spécifiques qui sont réalisées pour montrer le caractère suffisant et notamment dans le respect des objectifs qui sont fixés, encore une fois, dans l'article phare, l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2020. Et enfin, et c'était déjà le cas, mais c'est un petit peu renforcé, il pourra y avoir une partie des eaux d'extinction qui pourront être recyclées dans le cadre de ce calcul-là, même si au niveau technologique, aujourd'hui, il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes pour pouvoir réaliser cette partie. Concernant très rapidement les installations électriques et les équipements métalliques, il faut juste noter qu'a bien été précisée la partie part photovoltaïque parce qu'on connaît très peu de bâtiments aujourd'hui où il n'y a pas un panneau photovoltaïque qui est mis en œuvre de par le règlement sur l'urbanisme avec l'imposition des 30% d'énergie renouvelable en termes de surface. Voilà, c'est juste ce point de contrôle-là qu'il faut noter. Ensuite, un point qui est très important et qui va toucher tout le monde, c'est le plan de défense incendie. Donc, au point 23, pour tout le plan de défense incendie, vous avez vu que c'est barré au niveau soumis à autorisation, c'est-à-dire que le plan de défense incendie, il touche tout type d'ICPE, qu'on soit en déclaration, en enregistrement ou en autorisation. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Qui, vous le verrez au niveau des dates, va être mis en application assez rapidement et il y a quelques diapositives dessus parce que ça touche énormément de points. Et notamment, il faudra que l'exploitant justifie les compétences de son personnel, tant en matière de formation que de qualification et d'entraînement. Au niveau du plan de défense incendie, pour les sites à autorisation, est rajoutée une contrainte sur le fait que l'exploitant doit prendre des dispositions pour mener les premiers prélèvements environnementaux à l'intérieur et à l'extérieur du site dès lors qu'il y a un incendie. Et ça, c'est aussi une résultante du REX de Lubrizol pour pouvoir anticiper au mieux la gestion de crise rapidement au cours du sinistre, mais aussi également dans les mois qui suivent pour pouvoir faire ce qu'il faut en termes de gestion du post-sinistre. Donc, enfin, au niveau du plan défense incendie, il y a également une thématique sur la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 2 heures, puisqu'en fait, toute la défense incendie est basée au départ en termes de conception sur les 2 heures, mais on le voit bien, on l'a vu sur Lubrizol et on le voit sur d'autres sinistres, il faut aussi prévoir ce qui doit être fait quand on est avec des sinistres de longue durée pour pouvoir gérer toute la partie défense incendie. Donc ça a été clairement explicité dans le cadre de ce dernier point de l'article 23. Point 25 sur la surveillance et le contrôle des accès. Alors, ça peut paraître assez risible tel que c'est noté, mais il est bien mentionné que les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'entrepôt. Voilà. À l'exception des guichets de retrait, puisque vous pouvez avoir des petites zones ERP, etc., dans les sites, où vous pouvez cependant avoir une accessibilité possible. Ces dispositions sont déjà d'application. Ensuite, le point 27, c'est sur les dispositions pour les chambres frigorifiques. Donc, c'est repris de l'arrêté 15-11. Donc là, je ne vais pas développer beaucoup. C'est tout nouveau, mais en fait, ça ne fait que reprendre les dispositions qui étaient mentionnées dans le cadre de l'arrêté du 15-11 sur les thématiques incendie, notamment sur le désenfumage. Vous retrouvez le cas comment on désenfume des chambres, notamment la possibilité de ne pas désenfumer des chambres à froid positif inférieur à 10 degrés.
Enfin, de la même façon, nouvel article pour l'article 28 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquide et solide liquéfiable combustible. De la même façon, on va retrouver des choses qui sont directement liées au fait qu'on a introduit les liquides et solides liquéfiables combustibles dans le cadre de cet arrêté et qui vont être reprises d'arrêtés qui étaient déjà existants, comme en 43-31, sur lequel on va mentionner des choses. Donc, point important à retenir, il devra y avoir un système d'extinction automatique avec un dispositif spécifique pour lequel l'exploitant devra démontrer l'efficacité. Avec attestation de conformité nécessaire. Et puis, il y a toute une partie sur les collectes et rétentions des écoulements, y compris les rétentions déportées, pour éviter tout débordement et pour maîtriser les risques en cas de participation à l'incendie de ce type de combustible. Voilà, ça, ce sont les grandes modifications sur l'annexe 2, qui sont les prescriptions générales. Donc là, on va basculer sur l'annexe 3, donc, qui sont les points de contrôle des installations soumises à déclaration. Voilà, avec ce qui se change. Je n'ai identifié ici que les points de contrôle pour lesquels le non-respect va relever d'une non-conformité majeure. Donc, non-conformité majeure qui entraîne une information du préfet définis dans le cadre des articles du Code du travail et pour lesquels le préfet pourra prendre alors des mesures nécessaires, c'est-à-dire d'extension administrative, hiérarchisée, mais pouvant conduire jusqu'à la mise en demeure ou la fermeture de l'exploitation. Donc, au niveau de ces points de contrôle pour lesquels il peut y avoir une non-conformité majeure relevée, en termes d'accessibilité, on retrouve les 2 items qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, les items sur l'accessibilité aux services d'incendie et de secours et l'absence de gêne. Ensuite, au niveau des dispositions constructives, un point, alors qu'on rencontre nous régulièrement quand on est sondé sur le dossier, c'est la vérification de la configuration des cellules et notamment l'absence de mezzanine occupant plus de 50%, voire 85% dans le cas des cellules textiles, de la surface au sol de la cellule. Voilà. Donc ça, c'est un point de non-conformité majeur si c'est observé et relevé comme dépassant ces valeurs-là. Sur le compartimentage, un point de vérification sur les fermetures automatiques des dispositifs d'obturation. Sur les matières dangereuses, la vérification du stockage en rez-de-chaussée non surmonté de mezzanine ou de peak tower. Sur les installations électriques au point 15, la vérification de la présence de compartimentage prévue pour les locaux où sont situés les transformateurs, la présence de parafous de paratonnerre. Sur le plan de défense incendie, alors tout bêtement, la vérification de l'existence d'un plan de défense incendie. Voilà, puisqu'aujourd'hui, vous avez des installations, il n'y a pas de plan de défense incendie. Sur la partie surveillance, la vérification de la présence d'un contrôle d'accès. Voilà. Enfin, au niveau des nouveaux articles qui ont été créés pour les cellules frigorifiques, 2 points pouvant conduire à des non-conformités. La vérification de l'absence de stockage dans les combles et la vérification de la présence de détecteurs dans les zones à risque pouvant générer des gaz frigorifiques toxiques. Et enfin, pour les solides et liquides liquéfiables combustibles, 5 points de contrôle. La présence du système d'extinction automatique incendie validé, donc la conformité des volumes de rétention, la présence du dispositif d'extinction, les vérifications périodiques et puis les calculs dans le cadre de l'annexe 8 des 8 kW par mètre carré qui restent bien à l'intérieur des limites de propriété. Voilà. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que pour les points de contrôle des installations soumises à déclaration, il y a 9 items qui sont considérés et il y a 16 points de contrôle qui peuvent conduire à des non-conformités majeures. Donc, il y a vraiment eu un renforcement de ce côté-là pour les installations soumises à déclaration. Donc, maintenant, je vais passer à ce qui change dans le cadre dans l'annexe 4, qui sont les dispositions applicables aux installations existantes soumises à autorisation. Je vais essayer de faire court, clair, mais vous verrez que là, dans l'arrêté, ce n'est pas toujours simple. Donc, il y a un premier cas, c'est les installations dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003. Donc, en fait, ce sont toutes les installations qui ont été faites avant l'arrêté du 5 août 2002. D'accord ?
Donc, il est mentionné que pour ces installations-là, les dispositions applicables sont les dispositions que j'ai listées ici. Donc, on va aller des dispositions générales, les règles d'implantation, notamment le paragraphe 3 sur les stockages extérieurs, l'accessibilité, les matières dangereuses, conditions de stockage, la détection, les moyens de lutte contre l'incendie, l'évacuation du personnel avec les histoires sur les exercices. C'est complété donc par les articles 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 24, 25, 26 et 28. Voilà. À chaque fois, j'ai mis du bleu, hein, c'est qu'il y a eu des subtilités de modifications, mais rien de plus que cela. On a un deuxième cas de figure, donc, qui sont les autres installations, c'est-à-dire celles qui sont postérieures à l'arrêté du 5 août 2002, où il y a une subtilité, c'est-à-dire que tous les articles sont applicables avec des dispositions particulières qui sont appliquées pour certains points de l'arrêté. Donc, pour le point 2, il y a une substitution par rapport aux distances, par rapport au stockage extérieur, notamment avec les histoires des 1 mètre, la détection automatique incendie, etc., pour le stockage extérieur. Il y a au point 4 sur les dispositions constructives, le point 4 sur les bâtiments à étage, les bâtiments donc qui doivent être R120 hein, et les bâtiments qui doivent être R60. Ce n'est pas applicable aux entrepôts dotés d'un système d'extinction automatique incendie. Donc ça, c'est un point qu'on a fait remonter au niveau du ministère, y compris quand c'est sorti, parce que c'est quand même un point qui est assez important, c'est-à-dire qu'un défaut de stabilité au feu qui peut être majeur, c'est accepté avec une compensation, un système d'extinction automatique à eau qui parfois peut être défaillant. Donc c'est quand même un point d'alerte sur ce sujet-là. Au niveau du désenfumage sur le point 5, il y a une petite substitution sur les écrans de cantonnement, je ne vais pas développer plus que ça. Et puis le point 27 sur les cellules frigorifiques ne sont pas applicables les points 3, 6, 7, 11, 12, 13 et 23. Maintenant, je vais passer à l'annexe 5 qui traite des dispositions applicables aux installations existantes soumises à enregistrement. Donc, qu'est-ce qui change? De la même façon, on va complexifier les choses. Donc, on va avoir tout d'abord celles dont la demande d'autorisation avait été présentée avant le 1er juillet 2003. Donc, autrement dit, à cette époque-là, il n'y avait pas l'arrêté enregistrement et il n'y avait que l'arrêté, c'est même antérieur à l'arrêté du 5 août 2002. D'accord? Donc, dans ce cas-là, les seules dispositions applicables de l'arrêté de l'annexe sont les dispositions que vous voyez dans l'encadré ici, pour lesquelles j'ai mis en bleu celles où il avait été apporté des modifications dans le cadre de l'arrêté du 24 septembre 2020. Ensuite, on va avoir les installations existantes dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010. Donc, 16 avril 2010, c'est antérieur à l'arrêté enregistrement du 15 avril 2010. D'accord? Donc, ou celles qui sont entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010. Et également, vous avez, alors c'est là où ça commence à complexifier les choses, vous avez aussi celles pour lesquelles il y a un volume supérieur ou égal à 300 000 m3 dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 17 avril 2010 et le 1er juillet 2017. Donc, celles qui sont comprises entre l'enregistrement du 15 avril 2010 et l'arrêté du 11 avril 2017. Donc, les dispositions sont applicables, à l'exception de celles qui sont dans l'encart ci-dessous, donc 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 et 27, pour lequel il y a des dispositions particulières qui sont prises dans le cadre de l'arrêté. Et enfin, histoire de boucler la boucle, on a les installations existantes dont la demande d'enregistrement a été présentée entre le 17 avril 2010 et le 1er juillet 2017. D'accord? Donc là, on est entre l'enregistrement et l'autorisation, pour lesquelles l'ensemble des dispositions sont applicables, sauf les prescriptions qui sont dans l'encadré en rouge, pour lesquelles ça peut être applicable ou ça peut faire l'objet de discussions avec les autorités pour prendre en compte des dispositions spécifiques. Ensuite, on arrive à l'annexe 6. Donc, l'annexe 6, c'est les dispositions applicables aux installations existantes soumises à déclaration. Donc, qu'est-ce qui change? Ça va être un petit peu hiérarchisé de la même façon. On a les entrepôts déclarés avant le 30 avril 2009, c'est-à-dire ce sont les entrepôts pour lesquels, qui sont antérieurs à l'arrêté de déclaration du 23 décembre 2008. D'accord?
pour lesquels les dispositions étaient déjà applicables et les dispositions qui sont listées dans l'encadré sont applicables. Donc, le point 1, 2, 3, etc. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes. Pour le point 1, c'est à l'exception du point 1.1 pour les installations bénéficiant des droits acquis. Et de la même façon, je vous ai mis les 3, 4 et 10 qui sont injectés par rapport aux autres cas qu'on avait pour l'autorisation et pour l'enregistrement. Donc, le point 3.4 qui est relatif aux accès aux issues de cahier des déchargements. Et puis, le point 10 qui est relatif au stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux. Et ensuite, on va retrouver les installations existantes déclarées entre le 30 avril 2009 et le 1er juillet 2017. Donc, c'est celles qui sont coincées entre l'arrêté déclaration du 23 décembre 2008 et l'arrêté général déclaration d'autorisation enregistrement du 11 avril 2017, pour lesquelles tout est applicable à l'exception de celles qui sont mentionnées dans l'encadré en dessous, pour lesquelles des dispositions particulières à discuter avec les autorités peuvent être appliquées. Voilà. Ensuite, j'arrive à l'annexe 7 qui présente les dispositions en vertu du décret du 24 septembre 2020. Voilà. Donc là, on va avoir différentes situations, encore une fois. On va avoir les installations régulièrement mises en service au 1er juillet 2021 et nouvellement soumises à autorisation enregistrement où les dispositions qui sont dans l'encart ci-dessous sont applicables. Voilà. En tenant compte de modalités particulières d'application pour les points suivants, donc dans l'encart de 2, 3, 3, 1, 10, 12, 13, 16 et 23. 10 pour nous étant une coquille parce qu'il n'y a pas lieu normalement de citer ça dans le cadre de cette partie-là. Ensuite, vous avez les installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumises à déclaration, pour lequel vous avez les dispositions de premier encadré bleu qui sont applicables. Donc, encore une fois, une petite coquille dans le cadre de l'arrêté consolidé, puisqu'il est mentionné à l'exception du point 1, sauf que c'est bien le point 1.1 qu'il faut entendre. Et on peut tenir compte de dispositions particulières pour les points qui sont dans le dernier encadré, donc 2, 3, 3, 1, 10, 12, 13, 16 et 23. J'arrive à l'annexe 8, qui est une annexe complémentaire qui va traiter des flux thermiques. Donc, en fait, les flux thermiques, c'est pour refocaliser sur les histoires des 8 kW par mètre carré en limite de propriété. Donc, il va pouvoir être réalisé des études de flux thermiques, soit par la méthode Fluminog ou soit celles qui sont calculées par des études spécifiques, parce qu'on a des cas pour lesquels Fluminog ne peut pas être appliqué compte tenu des limites, des limites de l'outil. Donc, si elles existent, l'exploitant peut également s'appuyer sur toute étude déjà réalisée pour lequel il pourra justifier du niveau de flux qu'il a au voisinage de son site. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des mesures à prendre, il y a une première étape qui est l'étape A, pour lesquelles, s'il y a des effets thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré en limite de site, l'exploitant il doit mettre en place dans les 2 ans l'élaboration d'une étude. Donc, il doit pouvoir mettre en place soit un système d'extinction automatique incendie, soit un dispositif séparatif REI 120 pour pouvoir réduire les flux au voisinage de son site. En étape B, bien qu'il ait mis ces dispositions-là, on peut avoir des effets thermiques de plus de 8 kW par mètre carré qui subsistent. Et donc là, l'exploitant doit prendre dans les 3 ans qui suivent l'échéance de remise de la première étude, il doit prendre des dispositions pour limiter et réduire les risques vis-à-vis de la zone concernée, donc par la diminution, la réorganisation des stockages, etc., la mise en place de murs séparatifs pour pouvoir réduire le risque. En étape C, il peut se trouver qu'après la mise en place des mesures du point A, du mesure du point B, il y a toujours des flux supérieurs à 8 kW par mètre carré qui subsistent. Eh bien, il doit renouveler l'application de l'étude jusqu'à trouver, donc ça c'est dans un délai maximum de 5 ans, afin de trouver une solution pérenne pour son ouvrage. Voilà. Donc, j'en ai fini sur cette partie arrêté du 24 septembre 2020. Je voulais juste vous parler très rapidement du guide d'application. En fait, il faut savoir qu'il y a
un premier guide d'application de l'arrêté du 11 avril 2017 modifié qui est sorti. Donc, il y a une version qui est sortie le 8 février 2021, qui est disponible sur le site internet du ministère et qui a introduit la notion de fiche de classement. Donc, c'est un point qu'on voulait souligner, qu'on a mis à jour depuis le dernier webinaire pour vous tenir informé de cette partie-là. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de guides qui allaient sortir pour l'application de l'arrêté sur la partie décomposition des produits de combustion, sur la partie inventaire. Et donc, ce guide-là également fait partie des choses que le ministère sort pour pouvoir faire une bonne application de ce nouvel arrêté. Donc, au niveau de ce guide, la fiche de classement, en bref, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le guide, c'est un guide qui est assez conséquent, pour ne parler que de ce sujet-là. C'est un guide qui fait 44 pages, qui a introduit une nouvelle définition et 2 précisions sur des définitions existantes pour la partie cellules et pour la partie bâtiment. C'est un guide qui est résumé en 6 questions, étayé de 30 exemples qui vont étayer ces 6 questions pour qu'on puisse, que ce soit l'exploitant ou que ce soit les autorités, puissent voir comment on peut arriver à classer des installations. Et donc, un point très important, il y a une nouvelle définition, il y a la définition d'installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage, une IPD. Donc, c'est un point nouveau pour lequel donc c'est un stockage sous toiture d'une quantité quelconque de matière ou de produits combustibles, d'une installation ça peut être une installation qui est dépourvue de parois extérieures ou de façade, à l'exclusion des points qui sont mentionnés ci-après, donc les silos, les réservoirs, les armoires, etc. Mais autrement dit, par exemple, un haut-vent, qui parfois était oublié dans les classements, un haut-vent, c'est une IPD donc, qui constitue un risque et qui peut être assimilable à une cellule pour s'assurer du niveau de sécurité. Ça, c'est un point qui est très important des modifications de ce guide. Et donc, au niveau de ce guide, il y a 6 grandes questions. Je ne vais pas développer plus que ça parce qu'on n'a pas le temps sur cette partie-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il y a ces 6 questions que je vous ai reprises ici intégralement. Donc, la question 1, c'est selon la nomenclature des installations classées, comment on détermine les installations pourvues d'une toiture dédiée au stockage. D'accord ? Donc, vous aurez des exemples qui illustrent très bien cette partie-là et qui va vous dire, voilà, on peut classer cette partie-là de cette façon-là, etc. Oui, j'irai passer rapidement, mais ce qui est important, c'est notamment la notion de toiture ou pas toiture, la notion de est-ce que on peut avoir des zones qui sont distantes de plus ou moins 40 mètres et qui vont pouvoir permettre d'être dans une IPD isolée ou dans des IPD regroupées. Et puis, la notion également de est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus de 500 tonnes, puisque si on est en dessous de 500 tonnes, on est non classé, et donc ça permettra de se dédouaner de la notion d'IPD. Donc, au niveau de la question 1.2.2, donc comment déterminer le régime d'un ensemble d'IPD? La question 1.2.3, des précisions sur la notion d'installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage. La question 4, les matières ou produits combustibles présents à proximité d'une chaîne de production sont-ils à considérer comme des stockages? Donc ça, c'est un point qui est intéressant puisque souvent dans les installations industrielles, on a un mix entre partie stockage, partie process. Parfois, on mélange les deux. C'est assez clair dans ce guide comment on doit prendre les choses du bon côté pour pouvoir faire le classement et après pouvoir mettre les mesures associées. La question 5, qu'est-ce qu'un entrepôt utilisé pour le stockage de matières, produits ou substances classées par ailleurs dans une unique rubrique, pardon. Et enfin, il y a une rubrique spécifique qui a été faite, une question spécifique. Qu'est-ce qu'un entrepôt exclusivement frigorifique? Parce que ça va permettre de classer uniquement en 15-11 et traiter uniquement sous le régime 15-11. Voilà. Donc, au niveau de ce guide, voilà, je ne développe pas, on pourrait faire un webinaire à part entière dessus. L'idée, c'était de vous passer le message qu'il y a ce nouveau guide qui a le mérite d'exister, mais qui peut être assez complexe dans sa compréhension des choses pour pouvoir faire le classement. Voilà. Donc, en synthèse, si je reprends un petit peu tout ce que j'ai dit sur cette partie-là, les principales dispositions à noter, c'est important, et ce qu'avait présenté Michael Lopez, c'est les seuils de classement qui ont été modifiés. Les 3 points d'après, produits de décomposition, état des matières stockées et le diagnostic de l'impact environnemental, ça c'est des points importants, post-Lubrizol, qui vont permettre au préfet de pouvoir prendre des décisions dans le cadre de sinistres majeurs. Et c'est des points qui sont très impactants, notamment la produit de décomposition et l'état des matières stockées,
pour le logisticien au quotidien pour pouvoir faire vivre son installation et savoir ce qu'il a à l'intérieur. Un gros point qui est lié au stockage extérieur qui a été mis en place dans le cadre de l'arrêté. La partie responsabilité d'exploitant pour désigner la stratégie permettant de garantir l'évacuation de son personnel. Plus de dispositions sur les conditions de stockage pour les liquides inflammables. L'extension, et ça c'est un point important, l'extension de l'obligation de plan de défense incendie à toutes les installations, là où parfois il y avait des trous dans la raquette, si je peux me permettre. Un élargissement des non-conformités majeures en déclaration, je vous rappelle, les 16 points de contrôle est beaucoup plus explicite sur les points qui peuvent conduire à des non-conformités majeures. À noter aussi, c'est assez nouveau dans les textes, la rétroactivité pour les installations existantes, puisque la partie produits de décomposition, inventaire, etc., ça touche les installations neuves, mais également les installations existantes en fonction des échéances qu'on va avoir. Et enfin, le nouveau guide avec l'introduction d'une nouvelle définition, la notion de définition de l'IPD, l'installation pourvue d'une toiture dédiée au stockage. À noter que je ne vous ai pas développé, ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais la partie A du guide de lecture des textes relatifs aux installations de stockage et de chargement-déchargement des liquides inflammables est également parue le 8 février 2021. Et je vous invite à lire également cette partie 1 qui donne le périmètre d'application de la réglementation pour ce type de stockage. Pour finir cette présentation, je vais enfin vous présenter quelques tableaux concernant les principales dates d'application qui sont indiquées dans cet arrêté du 24 septembre 2020. Comme je vous en avais parlé au cours de la présentation. Et dans tous les cas, on vous diffusera une petite synthèse PowerPoint de cette présentation où vous retrouverez ces différents tableaux. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ces tableaux qui sont au nombre de 5. Donc, tout d'abord, le premier tableau concerne les installations nouvelles pour lesquelles vous voyez le tableau avec la synthèse des articles concernés et les dates d'application associées, où vous voyez l'encart en rouge qui correspond aux articles pour lesquels la date d'application est déjà en cours. Donc, on a énormément d'articles qui sont déjà concernés s'agissant des installations nouvelles. Et vous pouvez également voir que vous allez avoir d'autres articles qui vont être assez rapidement concernés, puisque vous allez retrouver des échéances dès janvier 2022, notamment pour l'état des matières stockées, échéance ensuite au janvier 2023, puis janvier 2026. Ensuite, nous avons réalisé un tableau pour les installations existantes soumises à l'autorisation, où encore une fois, vous voyez qu'il y a un bon nombre d'articles qui sont déjà concernés par cela, puisque vous avez bon nombre d'articles qui sont d'application dès le 1er janvier 2021. Vous aurez ensuite des échéances plus ou moins longues, courant de janvier 2022, janvier 2023, janvier 2025 à janvier 2026. Okay, par exemple, pour janvier 2022, encore une fois, l'état des matières stockées qui constitue un des sujets où il y a une certaine rétroactivité de cet arrêté. Ensuite, on va avoir un tableau concernant les installations existantes soumises à enregistrement, encore une fois avec cet encart en rouge qui vous présente les articles pour lesquels la date d'application était au 1er janvier 2021. Et ensuite, vous allez retrouver bon nombre d'articles où vous allez avoir une date d'application qui va se poursuivre dans le temps avec des échéances plus ou moins courtes, puisque dès janvier 2022, vous retrouverez encore l'état des matières stockées, puis des choses en janvier 2023, décembre 2023, janvier 2025, puis janvier 2026. Enfin, fort logiquement, on va retrouver le tableau pour les installations existantes soumises à déclaration, pour lesquelles vous voyez que bon nombre des articles sont concernés dès aujourd'hui au niveau de la date d'application au 1er janvier 2021. Et ensuite, on va retrouver quelques articles avec des échéances un peu plus longues, décembre 2023 pour le plan de défense incendie, janvier 2025 pour les règles d'implantation et janvier 2026 pour l'étude des flux thermiques et le stockage des liquides inflammables. Et enfin, dernier tableau, on va retrouver un tableau relatif aux installations existantes nouvellement soumises
à autorisation, enregistrement ou déclaration, pour lesquelles vous allez retrouver ici pas mal de dates d'échéance. Une bonne partie au départ dans l'encadré en rouge, où vous avez une date d'application qui est déjà là, puisque c'était en janvier 2021. Et ensuite, vous allez retrouver, encore une fois, des échéances variables, certaines très rapides, puisque dès juillet 2021, puis janvier 2023, décembre 2023, janvier 2025, et enfin janvier 2026. On vous a mentionné ici également en jaune les petites imprécisions qui ont pu être décelées dans le cadre de l'arrêté qu'on vous a signalé tout à l'heure. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Il est l'heure maintenant de laisser place au moment des questions et réponses. Donc, je laisse la main à mes collègues pour cette partie questions-réponses. Merci Pascal, on te laisse prendre un souffle aussi. Donc effectivement, il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. On va essayer de faire vite et de traiter le maximum de questions qu'on a reçues. Donc la première, c'est pouvez-vous détailler les conditions de classement en autorisation pour la 1510 relatif à l'emprise au sol et aux 40 000 m²? Donc je laisse Marie Babou répondre. Oui, alors il y a deux notions dans cette question. D'une part, le classement en autorisation 1510, qui est défini par un volume de stockage supérieur ou égal à 900 000 m3. Et ce qui est concerné en fait par les 40 000 m² d'emprise au sol, c'est la soumission systématique du projet à évaluation environnementale dans les espaces non artificialisés, au lieu de 40 000 m² de surface de plancher avant. Et avant, c'était quel que soit le lieu d'implantation. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est en l'absence des guides à ce stade, à quoi se référer à l'heure actuelle pour établir les produits de décomposition thermique de combustion potentielle? Par ailleurs, quelle précision attendue sur la nature et la quantité des émissions gazeuses? Alors, les délais pour établir les produits de décomposition thermique, ils sont aujourd'hui prévus au 1er janvier 2023 pour les installations qui sont soumises à autorisation. Il est possible dans un premier temps de faire réaliser des essais de combustion pour identifier les produits de décomposition. Et pour les détails, par contre, sur les précisions, les différentes précisions attendues, il faudra attendre la publication des guides. Et la troisième question, c'est l'arrêté précise que maintenir les flux de 8 kW par mètre carré. Oui, mais les pompiers imposent de plus en plus que les voies engins ne soient pas impactés par les flux de 5 kW par mètre carré. Le seuil de 8 kW par mètre carré, en fait, c'est vraiment le seuil qui a pour objectif de limiter les risques de propagation vers les tiers, donc en dehors des limites de propriété. Mais les services de secours ont en effet la possibilité de demander en complément que les voies engins ne soient pas impactées par des flux de 5 kW par mètre carré. Et dans ce cas, il convient de retenir le seuil le plus bas, à savoir celui qui est demandé par les pompiers. Ensuite, est-ce que pouvez-vous développer un peu plus sur les liquides et les solides liquéfiables combustibles, notamment par rapport à des produits alimentaires, à des huiles alimentaires, mais aussi d'autres produits alimentaires? Alors, on n'a pas eu le temps en séance de rentrer plus en détail dans le sujet, mais on vous invite à vous rapporter au guide de lecture des textes relatifs aux installations de stockage et de chargement-déchargement des liquides inflammables, qui a été publié le 8 février 2021 et qui est disponible sur le site AIDA. C'est aussi un sujet qui pourrait faire l'objet d'un webinaire dédié et on vous invite par exemple à détailler vos besoins sur ces sujets-là dans l'enquête que vous recevrez à la fin de la séance. Ensuite, est-ce que ce sera possible d'avoir un PDF de cette présentation et un lien vers le guide d'application? Et alors, comme disait Pascal, on vous transmettra par mail à la fin de la séance un PDF de synthèse avec les principales évolutions et les dates d'application. Et on vous mettra aussi dans le mail le lien vers le guide d'application du nouvel arrêté. Voilà, ensuite, savez-vous quand est-ce que Flumilog sera de nouveau disponible? Oui, alors malheureusement, le serveur Flumilog fait partie des serveurs qui ont été détruits lors de l'incendie OVH. L'INERIS et le comité de pilotage Flumilog travaillent activement pour trouver une solution. Pour l'instant, on parle de plusieurs semaines d'indisponibilité. Je vois qu'on reçoit encore plein de questions.
Je pense que là, par manque de temps, on ne va pas pouvoir y répondre en live, mais ce que je propose, c'est qu'on va vous répondre à vos questions par mail dans les jours qui suivent. D'ailleurs, on va vous envoyer, comme elle a dit Marie, un mail avec les liens vers les guides, les diapos clés de la présentation. Et voilà. Je vous rappelle qu'il y aura donc la petite enquête de 4 questions qui apparaîtra à votre écran là tout à la fin de la séance. Je vous invite à la compléter, nous poser d'autres questions si vous en avez, et j'espère que cette séance a été utile pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, on va faire un petit post sur ce webinaire. Comme ça, et puis on pourra faire une veille un peu sur les prochaines évolutions réglementaires, et on vous proposera d'autres sujets de webinaire si ça vous intéresse. Je vous remercie au nom de toute l'équipe, et puis je vous souhaite une excellente journée.